Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Quel plaisir de vous retrouver dans mon humble salon fantôme où nous allons ensemble pousser les frontières du temps et remonter à une époque où sorciers, astrologues et nécromanciens étaient les favoris de la cour royale en France. Nous sommes aux premières heures de la Renaissance, avec l'arrivée notable de Catherine de Médicis, une jeune Italienne de 14 ans qui se voit mariée en 1533 au fils de François Ier, Henri II, futur roi de France. Même si ce dernier était pris depuis fort longtemps d'un amour inconditionnel pour Diane de Poitiers, l'enjeu politique et le devoir du dauphin doivent se substituer au battement de son cœur. Aussi, la première obligation pour tout couple royal est d'assurer une descendance pour le trône. Mais Catherine de Médicis n'arrive pas à tomber enceinte. Les années s'écoulent et aucune rondeur sur son ventre ne se fait voir. Et les rumeurs qu'on la répudie commencent à se faire entendre dans la cour. D'autant plus que son mari Henri II continue de voir Diane de Poitiers autant qu'il le peut. Et c'est de notoriété publique. Catherine doit donc rapidement trouver une solution si elle souhaite un jour pouvoir porter la couronne de France. Bien sûr, elle sera suivie par de nombreux médecins de la cour, mais rien n'y fait. Or, comme je l'ai dit plus tôt, Catherine est italienne, et là-bas, on a l'habitude de consulter astrologues et sorciers pour pallier aux problèmes qui pourraient porter préjudice à la cour, mais aussi pour les connaître à l'avance. C'est ainsi que de nombreux sorciers et alchimistes vont être convoqués sur ordre de Catherine de Médicis pour réussir à enfin mettre au monde celui qui pourra accéder au trône de France. Et elle se pliera à toutes les suggestions des magiciens qui se succèdent à son chevet, buvant des filtres, consultant les tarots et se pliant à toutes les bizarreries qui pourraient apporter l'arrivée d'un enfant. C'est alors qu'après de nombreuses prières, concoctions et surtout l'intervention d'un médecin savant du nom de Jean Fernel, le jeune François II naît le 19 janvier 1544 pour le plus grand bonheur de tous. Il sera le premier enfant auquel 4 frères et 5 sœurs suivront cette naissance de bon augure. Catherine de Médicis et Henri II sont comblés, et les naissances qui se succèdent donnent un nouvel essor au couple royal qui prendra leur titre officiel de roi et reine de France en 1547. Catherine continue de sonder les astres et donne une place privilégiée à Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Elle veut savoir quel destin est réservé à son mari. C'est alors qu'après de longs calculs et réflexions, Nostradamus écrira le century suivant. Le lion jeune, le vieux surmontera. En champ bellique, par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera, 2 classes, une, puis mourir mort cruel. Au lire de ces lignes, Catherine tremble, puisque ces 4 vers signifient que son mari mourra lors d'un duel dont les yeux lui seront crevés. Elle conjure alors son mari, son roi, le père de ses enfants, de n'accepter aucun duel. L'erreur n'est pas permise, les astres ont parlé. Mais Henri II ne croit pas à tout cela. Il en rigole et tourne le dos à toutes ces élucubrations soi-disant divinatoires.
Catherine demande l'avis d'un second astrologue, mais la conclusion reste la même. Et le 30 juin 1559, l'alignement des planètes accomplissent leur œuvre funeste. Ce qui ne devait être au départ qu'un simple tournoi de joutes à Paris va faire retentir le glas à travers tout le royaume. Puisque le roi Henri II, bien déterminé à participer lui aussi au tournoi, sera touché par la lance du comte de Montmorency qu'il affronta en duel sous les yeux de la cour et de sa femme. Transpercé au niveau de l'œil, le roi est immédiatement emmené à l'hôtel des Tournelles où il s'éteindra après 10 jours d'atroces souffrances. Aucun médecin ni chirurgien n'auront réussi à le soigner. Cette tragédie confirma pour Catherine le pouvoir des prédictions astrologiques. Mais l'astrologie n'est pas le seul art divinatoire dont elle usera. Tous les moyens sont bons pour répondre à ces questions, car les interrogations sont nombreuses maintenant qu'elle est la régente du royaume de France. La reine veut savoir quel dessein attend la dynastie des Valois, dont elle n'aura de cesse de vouloir préserver la lignée et la puissance. Pour découvrir ce que les années futures avaient en réserve pour le règne de ses fils, un rituel très spécial se serait déroulé dans le château de Chaumont-sur-Loire. D'après les chroniqueurs du temps, qui ont laissé de nombreux détails sur l'existence d'une pièce ou plutôt d'un laboratoire qui aurait été créé dans le monument pour les sorciers dont Catherine venait à solliciter l'aide. Ce serait là-bas que la reine aurait fait venir l'un des mages, dont l'identité reste incertaine, pour recourir à l'expérience du miroir magique. L'idée étant de pouvoir distinguer l'image de ses fils tournée au sein du miroir et que chaque tour représenterait une année de règne. Sur une plaque d'acier luisante et polie, 4 noms de déités furent écrits avec le sang d'un pigeon mâle. À la suite de quoi, on déposa le miroir dans un linge blanc en attendant la première nouvelle lune de l'année 1560. Dès lors, le sage récita une formule tout en jetant du safran sur des charbons ardents. Cet étrange rituel sera répété durant 45 jours. Puis, lorsque les 12 coups de minuit sonnèrent, la reine put entrer dans le laboratoire et voir de ses yeux quel avenir serait réservé à ses fils. À l'aide d'une croix de bois bénite et carbonisée à sa plus grande extrémité, le mage aurait tracé sur le sol le double cercle magique selon les données contenues dans le grimoire du pape Honorius. Il disposa sur cette figure géométrique un crâne humain, un tibia, une lampe à flamme pâle et un chat endormi d'un sommeil magnétique. Le miroir avait été placé quant à lui sur le manteau d'une cheminée dans laquelle brûlaient des bûches saupoudrées de safran oriental. Accroupie au milieu du double cercle, la baguette magique en main droite, une conjuration d'appel aurait été lancée par le mage. Soudainement, un changement sur la plaque métallique dont Catherine scrutait chaque recoin s'opéra. D'épaisses vapeurs se déchirèrent et les premières lignes de personnes apparurent. Catherine de Médicis reconnut 3 de ses fils se mouvant sur le miroir. Chacune des ombres esquissées accomplirent un nombre respectif de tours le long du miroir. François II tourna une fois seulement, Charles IX 14 fois et Henri III 15 fois. Mais brusquement, Catherine tressaillit. Elle venait de reconnaître Henri de Bourbon qui, 21 fois, fit le tour du miroir. La reine comprit immédiatement que son 3e fils allait mourir assassiné et qu'Henri de Bourbon succéderait au dernier des Valois. On sait que chacune de ces prophéties se réaliseront.
La place des astrologues, alchimistes et sorciers aux côtés de Catherine de Médicis est loin d'être un secret, et Nostradamus n'était pas le seul à opérer. On sait de sources sûres que Côme Ruggieri faisait également partie des favoris de la reine. Un personnage énigmatique en provenance de Florence. Celui-ci fournira de nombreux talismans ornés de signes kabbalistiques pour protéger la reine-mère et ses fils, mais aussi pour les préserver des maladies ou complots politiques. En effet, la méfiance était de rigueur chez les Valois, au point même que Catherine de Médicis s'était entourée de nombreuses personnes atteintes de nanisme, puisqu'elles étaient considérées à l'époque comme des porte-bonheur et des protecteurs. Elle les emmenait dans chacun de ses déplacements, car la reine-mère a des ennemis, et elle le sait. C'est un autre fait que de nombreuses tentatives de complot ont été mises à jour afin de faire tomber la couronne. Sans parler qu'en 1572, la terrible Saint-Barthélemy va massacrer des milliers de protestants sous le joug des catholiques qui auraient obéi aux ordres du roi Charles IX et sa mère régente, Catherine de Médicis. Mais c'est dans son propre camp que l'offensive arriva par la maladie sur la personne de Charles IX. Alors que sa santé se dégrade de façon drastique, on découvre avec effroi que des poupées de cire à l'effigie du roi ont été fabriquées par Côme Ruggieri en personne. Authentique symbole de magie noire, la révélation de ces poupées de cire à Catherine l'a rendue folle de rage, et Ruggieri fut banni sur le champ de la cour. La mort du roi sonnera alors qu'il n'était âgé que de 23 ans. Après des années de service auprès de la reine, Ruggieri aurait donc utilisé ses connaissances occultes contre la famille qu'il avait juré de protéger. Au crépuscule de sa vie, Catherine de Médicis était hantée par une prophétie sinistre qui la suivait depuis des années, celle de sa propre mort. Dans une prédiction, on lui aurait dit qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Cette simple phrase, vague mais terriblement évocatrice, plongea Catherine dans une profonde angoisse. Pendant des années, elle interpréta cette prédiction littéralement et prit des mesures drastiques pour éviter toute connexion avec Saint-Germain, quelle qu'elle soit, se refusant d'entrer dans tous les châteaux, églises ou autres lieux portant ce nom de mauvais augure. Malgré toutes ces précautions, la prophétie finit par se réaliser d'une manière inattendue. En janvier 1589, Catherine tomba gravement malade, probablement à cause de son âge avancé et des nombreux stress qu'elle avait endurés au fil des années. Elle se retira alors dans son château de Blois, où elle résida pendant les derniers mois de sa vie. Sur son lit de mort, Catherine reçut la visite d'un prêtre pour lui donner les derniers sacrements. Ce prêtre se nommait Julien de Saint-Germain. Ainsi, malgré toutes les précautions de Catherine, la prophétie s'accomplit tout de même puisqu'elle mourut près de Saint-Germain. Non pas en un lieu physique, mais en présence de ce prêtre. Catherine de Médicis, qui avait consulté les astrologues toute sa vie pour tenter de contrôler l'avenir, fut finalement confrontée à ce qu'elle ne put déjouer malgré tous ses efforts. Cette prophétie, comme beaucoup d'autres dans la vie de Catherine de Médicis, symbolise le poids immense que les croyances occultes et les prédictions astrologiques pouvaient avoir sur l'esprit de l'élite de la Renaissance. Et je pourrais encore vous raconter de nombreux autres exemples et histoires qui narrent les actes occultes que Catherine de Médicis aurait mis en place. Comme le fait qu'afin de se protéger de tout accident, elle portait toujours sur sa poitrine une peau humaine apprêtée par des sorciers. Malheureusement,
Il existe aussi de nombreuses légendes qui ont été créées de toutes pièces pour ternir l'image déjà très noire de Catherine de Médicis. Il est donc parfois difficile de savoir la vérité lorsque les faits sont vieux de plus de 5 siècles. Comme ce qui fut rapporté par Jean Bodin, un angevin jurisconsulte contemporain de l'époque de Catherine, qui expliqua qu'en désespoir de cause, pour sauver son fils, le roi Charles IX, alors rongé par la maladie, elle aurait fait sacrifier un enfant dans une tour du château de Vincennes. Un rituel d'une noirceur extrême dont je ne préfère pas étaler ici le processus diabolique. Mais sachez qu'il a été mis en image dans une gravure du XIXe siècle que l'on peut retrouver dans un livre sur le luciférisme. Entre astrologie, rituel magique et trahison occulte, Catherine de Médicis est une figure aussi fascinante que mystérieuse. Ses croyances et pratiques occultes, qu'elles soient réelles ou amplifiées par des légendes noires, ont façonné son héritage. Après la chute des Valois, la chasse aux sorcières allait pouvoir débuter en France avec le lancement des premiers bûchers qui allaient s'étendre à travers tout le royaume. Mais cette histoire, je vous la garde pour un prochain épisode du Salon Fantôme. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.